écoutez, on touche à la fin de Parlons IA, mais je crois que les débats, eux, vont continuer, puisque avec cette table ronde qui va être passionnante sur IA et médecins, défis éthiques et transformation de la relation patient-médecin. Alors on l'a vu dans les tables rondes de la matinée que le développement de l'IA pose des questions bien sûr centrales, cruciales en matière d'éthique. Comment on concilie l'efficacité des algorithmes avec le respect et les principes éthiques fondamentaux qui guident bien sûr la profession médicale. Comment on intègre l'IA dans la relation entre le patient et le pôle de santé. Pour nourrir cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Serena Villata. Vous êtes la directrice de recherche au CNRS et vous êtes également la directrice scientifique adjointe de l'Institut 3IA de la Côte d'Azur, en charge de la recherche en intelligence artificielle. J'ai tout bon ? Tout est bon. Super. Nous avons également à vos côtés Cyril Drouot, donc vous êtes maître de conférence à l'Université Côte d'Azur et notamment dédié au laboratoire d'innovation numérique pour l'éducation. C'est parfait. C'est parfait aussi ? On avait bien répété. Et enfin, David Gruson, vous êtes le fondateur d'Ethikea. Et bien évidemment, on va commencer déjà avec vous, puisque quand on parle d'éthique, forcément, vous êtes présent depuis de nombreuses années dans l'écosystème de la santé numérique. Et donc, on a une question toute simple, parce que ce mot d'éthique, c'est un peu comme le mot d'IA, c'est très général. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principes fondateurs de l'éthique dans le domaine de l'IA ? Merci de cette session, merci à AstraZeneca de l'avoir organisée. Alors je partage là le sujet avec Serena qui est membre du comité pilote d'éthique du numérique et qui fabrique vraiment les systèmes d'IA. C'est une session qui se tient de manière tout à fait symbolique le jour même où se tient le comité des représentants permanents, ce qu'on appelle le COREPER dans le langage de l'Union européenne, qui finalise le règlement européen sur l'IA. Alors, le règlement européen sur l'IA, c'est un cadre de droit. Ce n'est pas un texte éthique en tant que tel, mais néanmoins, il incorpore un certain nombre de principes qui ont fait l'objet d'un travail dans le cadre du Comité consultatif national d'éthique. On y a contribué à préparer ces avis successifs, l'avis 129, l'avis 141, avec une série de principes éthiques qui ont été posés pour réguler des risques associés à l'IA. Mais je rappelle, la position, elle est importante, hein, ça a été évoqué précédemment dans les interventions, pas bloquer l'innovation. C'est une position du Comité national d'éthique français, le CCNE, qui a posé la notion que le risque éthique principal, ce serait de bloquer l'IA. Alors maintenant qu'on s'y ouvre, et ça a été bien montré, on doit s'y ouvrir, puisque la réalité de l'accélération de la diffusion de l'IA est présente, il faut la réguler. Et dans les principes éthiques fondamentaux qui ont été posés, il y a cette notion de garantie humaine. L'idée de garder l'humain au centre du dispositif, de la conception jusqu'à l'application en vie réelle du système d'IA. Et ce principe sera, dès 2025, alors il est déjà applicable en santé sous l'empire de la loi bioéthique française, et il deviendra un principe général pour tous les systèmes d'IA. Alors, accrochez-vous, le timing d'entrée en vigueur du règlement européen sur l'IA, il est très puissant, puisque dans un an, en février 2025, il s'appliquera pour tous les systèmes d'IA générative. Et dans 2 ans, pour tous les systèmes d'IA en santé, avec un niveau d'opposabilité équivalent au RGPD. Donc, au niveau européen. Absolument. Et avec des sanctions de 2 à 7% du chiffre d'affaires mondial des concepteurs et des utilisateurs qui ne pourraient pas justifier de systèmes de garantie humaine effectifs, traçables et proportionnels. Donc on est vraiment dans l'éthique appliquée. On essaie de concevoir des écosystèmes de garantie humaine et on voit que c'est un travail partagé. Là, il y a toute la place pour créer les fondements d'un écosystème de garantie humaine de l'IA en pneumologie avec des représentants des professionnels, les concepteurs, et c'est fondamental, les représentants des patients. C'est un cheminement qui a été accompagné depuis le début par France Asso Santé notamment. Oui, c'est la question que je vais vous poser, David, c'est que quand on parle d'éthique, ça a été évoqué tout le long de la matinée sur l'aspect collaboratif d'écosystème. Qui, en fait, entre guillemets, donne ces impulsions par rapport à cette éthique? Là, vous avez parlé d'association de patients. Vous pouvez nous dire un peu plus précisément En fait, finalement, le risque éthique collectivement qu'on a régulé, qui est central, c'est celui de la perte de contrôle et peut-être plus fondamentalement de la perte de recul. Puisque vous êtes médecin, l'IA vous propose une solution thérapeutique assise sur 500 000 cas avec 99% de taux de recommandation. Est-ce que vous gardez le recul critique suffisant pour prendre une décision éclairée? Et c'est pareil pour le patient du point de vue de son consentement au protocole de soins. Donc finalement,
le principe éthique fondamental, la méthode éthique fondamentale qui a été forgée dans les comités auxquels on participe avec Serena, c'est l'idée d'une éthique de la collégialité, du dialogue. Et de la responsabilité, si je... Et de la responsabilité, mais d'abord de la collégialité, d'une responsabilité collégiale, citoyenne, qui associe concepteurs, professionnels et représentants des patients pour donner à nos concitoyens l'assurance que les systèmes ne seront pas laissés sans supervision. Un dernier point, et c'est majeur, on a pu entendre la notion que l'Europe se serait positionnée sur ce terrain, sur le mode de la surrégulation. Et en fait, il faut vraiment contrebattre cette idée, puisque le 30 octobre, Joe Biden a publié un executive order, un décret présidentiel, qui établit un niveau de contrainte au moins équivalent à celui du règlement européen sur l'IA. Donc l'Europe est en avance de phase, mais il faut garder le cap de la régulation positive et de la garantie humaine. Et vous évoquiez la comparaison avec la RGPD. Est-ce que ça va être aussi structurant que l'a été la RGPD? Oui, sur son applicabilité, sur le niveau de sanction qui est encouru. Néanmoins, un des principes qu'on a poussé, cette idée de régulation positive, et on y contribue sur le terrain avec Sandrine Degos et ses équipes pour appliquer, dans le cadre du marché de l'Association nationale de formation des hôpitaux, on accompagne le déploiement de l'IA sur le terrain, cette idée de régulation positive. Il faut garder la dose de souplesse et la conception, ce qu'on essaie de faire avec Etikia, d'écosystèmes de qualité-gestion de risque autour des systèmes d'IA. Et ça se fait avec les professionnels et les représentants de patients. Et c'est une différence majeure avec le RGPD. Ce n'est pas un système aussi arithmétique et heureusement. Il reviendra aux concepteurs, aux innovateurs en IA de poser des mécanismes de supervision proportionnés au niveau de risque embarqué par leur système sous le contrôle du régulateur. La CNIL, la Haute Autorité de Santé, qui ont suivi tout ça pas à pas et avec qui on dialogue très, très fréquemment. Il y a un acteur que vous n'avez pas cité, qui sont bien sûr les industriels, les startups. Oui. Vous avez parlé de l'IA générative. Comment réagissent ces acteurs aujourd'hui par rapport à cette réglementation? On avait encore une session hier avec toute une série de concepteurs qui sont engagés dans le process de labellisation en garantie humaine qu'on a mis sur orbite avec Etikia et le Digital Medical Hub de la PHP. On voit qu'il y a une bascule, et c'est normal, l'arrivée d'une contrainte de cette ampleur-là est justement perçue comme un cap complémentaire à franchir, mais on voit que les acteurs qui se sont engagés en premier dans cette démarche, je pense par exemple à Dental Monitoring dans le domaine des soins bucco-dentaires, on travaille avec des acteurs comme Therapixel en oncologie, on voit maintenant l'effet de levier de la création de confiance, et on voit que demain, moi je suis ancien directeur de CHU, les acheteurs hospitaliers, les décideurs exigeront ces marques de confiance, d'avoir des concepteurs d'IA qui sont attentifs à la supervision de leur système avec les professionnels et les représentants de patients. On vit en fait au niveau de la santé numérique une industrialisation au sens strict et noble du terme, comme on l'a eu dans le médicament, avec des normes et forcément un cadre de confiance que vous avez évoqué. Oui, absolument, c'est un des sujets sur lesquels on a déjà eu l'occasion d'échanger avec Isabelle Laforgue. C'est dans l'ADN des industriels d'intégrer ces process qualité-gestion de risque. Mais il faut les rendre crédibles, opposables, vérifiables. David, comme pour les autres tables rondes, vous intervenez quand vous le souhaitez, parce que je sais qu'il y a plein de sujets au niveau de l'éthique qui vont être présents, et c'est tout le sens de cette matinée. On va continuer avec vous, Cyril. Donc, on a parfois une idée un petit peu réductrice de l'IA ou les relations qu'elle peut avoir entre le patient et le problème de santé. Le professeur Bernard Guillagneux a évoqué aussi des limites qui peuvent être présentes. Donc vous portez au sein de l'Université Côte d'Azur donc un projet qui s'appelle IA4ECR. Qui vise à former les étudiants et professionnels de santé à la relation patient en tenant compte forcément des avancées de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en quoi consiste, parce que vous savez que ça m'intéresse avec cette casquette de Sim4Health sur la simulation numérique, on en a parlé. En quoi c'est important de développer ce type d'outils et quelles problématiques vous réglez en fait dans cette relation patient avec l'IA? Okay, merci beaucoup pour cette invitation d'être ici, et tout ce qui s'est dit depuis ce matin finalement va répondre à votre question. Bernard a parlé de coming out sur des systèmes d'application d'IA générative qui pourraient permettre de faire cette transition entre le biomédical et la relation, le cure et le care. David vient à peine à l'instant d'évoquer la collégialité dans la manière organique dont finalement on a de résoudre éthiquement les problèmes.
Eh bien, IA4CR, donc c'est l'acronyme de Intelligence artificielle pour l'enseignement des compétences relationnelles. Avant de rentrer un tout petit peu dans le détail du programme de recherche et de développement d'une solution pédagogique à destination des étudiants, pour vous répondre, et donc ça vise à améliorer les qualités des apprenants, des praticiens, des personnels de santé, à forger cette collégialité, à créer du consensus dans une éthique de la discussion qui prenne en considération toutes les singularités qu'on met autour d'une table, que ce soit des patients experts, des patients partenaires, des pairs aidants et toute la gamme extrêmement riche de personnel de santé. Ça, c'est l'objectif final d'IA4CR. Alors, de manière plus concrète, aujourd'hui, c'est une application qui va donner la possibilité à des apprenants, dans un univers immersif avec un patient de synthèse, donc au moins on ne peut pas être maltraitant réellement avec un patient de synthèse, de s'entraîner à différents scénarios d'entretien clinique. Alors l'entretien motivationnel, l'annonce de maladies graves avec des caractéristiques à chaque fois très particulières. Et cet entraînement, si on le réduit à sa première brique, pour sortir de l'aspect biomédical et rejoindre le côté social, parce qu'on a beaucoup parlé de l'aspect biomédical et de l'application des IA et des IA génératives au biomédical, IA4CR, c'est une application des IA génératives au social. Et donc, il y a dans la littérature scientifique des grilles standardisées qui vont évoquer des bonnes pratiques de communication, la grille CanMEDS, la grille Calgary-Cambridge. Et il y a aussi des standards d'évaluation internationaux, tels que l'Empathic Communication Coding System. Bon, ben nous, on a pris tout ça, on l'a mis dans un chatbot, on a fait du prompt engineering, et là, on est en train de tester. Alors, vous pouvez peut-être, pour ceux qui nous écoutent... Oui, prompt engineering, voilà. En 2 mots, c'est comme un codage classique informatique, à l'exception qu'au lieu d'utiliser un langage qui est extrêmement long d'apprentissage, type Python, eh bien, c'est un langage naturel. Vous faites vous tapez la question que vous souhaitez. Exactement, comme sur ChatGPT, à la différence que les collègues l'ont évoqué aussi, ChatGPT est une boîte noire. On a réussi à créer une intelligence artificielle qui a cette caractéristique de vouloir compléter tout ce qu'on va lui dire, sauf que ce système de complétion, on ne sait pas comment il fonctionne. On a créé quelque chose dont le fonctionnement inhérent, c'est comme l'émergence de la physique quantique. Le père de la physique quantique, Heisenberg, disait que celui qui pensait comprendre la physique quantique ne pouvait pas faire de physique quantique. On a un petit peu évolué là-dessus. Mais aujourd'hui, sur l'IA générative, parce que le saut quantique, aujourd'hui, il n'est pas tant dans l'arrivée de l'IA que dans l'arrivée d'une IA générative. Et donc, on surfe sur cette vague qui est extrêmement disruptive en essayant de canaliser des productions de connaissances à un bon escient. Et dans le cadre de la relation entre un patient et un médecin, un soignant et un soigné, et IA4CR, c'est canaliser la production de connaissances dans 2 critères. Le réalisme de l'entretien clinique, pas de phénomène hallucinatoire, et une capacité d'évaluation de la communication qui soit équitable pour l'étudiant, bienveillant et permettant d'améliorer le parcours de soins, puisqu'on sait très bien que de la qualité d'une anamnèse et d'une communication entre professionnels et soignés eh bien, vont aboutir différents protocoles ou scénarios de soins. Et donc, on a ces 2 enjeux éthiques auxquels on va atterrir, et on arrive gentiment. C'est que d'un usage social, d'une technologie innovante, dans une approche socialement innovante, sur un nouveau paradigme relationnel de société qui aujourd'hui est un chapeau qui se dresse sur toutes les activités de la société, et encore plus dans la santé, puisqu'on a affaire à des personnes vulnérables. Les enjeux éthiques sont d'être à la fois dans une perspective d'amélioration pour le patient, dans une perspective docimologique équitable pour les évaluations et l'entraînement des étudiants, et dans une perspective épistémique, quelles sont les connaissances qu'on va donner à manger à ces IA génératives pour produire de la simulation, puisque c'est ça dont on va parler, de la simulation, de l'entraînement des étudiants à la discussion dans le champ de la santé, qui soit, d'une part, evidence-based medicine, on l'a évoqué, et après je m'arrête là, et la deuxième, c'est
puisque c'est une boîte noire, l'IA générative, on ne pourra pas évidemment prouver le fonctionnement par la preuve de quelque chose dont on ne peut pas accéder à la preuve, principe latourien de la boîte noire. En revanche, dans une approche practice-based medicine, ou practice-based, tout simplement, on va pouvoir empiriquement mettre en place des protocoles a posteriori de l'output de la boîte noire pour vérifier si ce que sort les IA génératives est pertinent. Et donc en ce moment, on est en train de publier un papier qui va tester sur cette boîte noire à laquelle va être alimenté IA4CR, le réalisme clinique sur une cohorte de PUPH qui sont les plus habilités à vérifier le contexte clinique, et d'autre part, la dimension évaluative avec cette échelle standardisée que j'ai rapidement évoquée et qui est le CCS, dont on sait d'emblée que si elle est internationalement standardisée, il lui incombe tous les problèmes relatifs, et Bernard les a évoqués, à la dimension internationale d'une échelle standardisée, normative, et qui, par principe, a des déficits d'adaptation à la singularité de chacun. Et Cyril, en vous écoutant, et je sais que Bernard souhaite avec Isabelle que l'ADN de cet événement, c'est aussi parfois de confronter des idées et de ne pas être d'accord. Lorsque Bernard évoque que l'IA ne ressent pas, n'a pas cette intelligence peut-être d'écoute, d'empathie, c'est quoi votre perception de ces échanges? Parce que vous m'avez fait tester notamment la première version du chatbot. On voit qu'il y a déjà une approche un peu empathique. C'est quoi votre vision en tant que chercheur? La question tombe à point nommé, puisque quand Bernard sortait du plateau, je lui disais qu'il faut absolument qu'on discute de cette question. Et je pense que Serena sera plus à même aussi pour compléter un tout petit peu un sujet où je vais amener une complexité technique que je ne vais pas pouvoir appréhender. Mais si on fait un tout petit peu de philosophie des sciences, la pensée scientifique, elle a émergé en même temps que l'esprit de la méthode. Donc c'est la méthodologie de caractérisation et d'objectivation d'un phénomène, la phénoménologie, puis la phénoménologie de l'esprit, qui a fait que par division d'une complexité réelle, on approche une complexité restreinte, et par approche d'une complexité restreinte, elle est humainement appréhendable. Bon, les IA sont capables d'appréhender une complexité plus ou moins générale, holistique, mais qui est assez peu féconde. Donc il y a quand même un parallèle assez troublant entre des IA dont vous avez, notre collègue Bernard a dit qu'elles étaient extrêmement méthodiques, extrêmement strictes, et l'émergence de la pensée humaine. Donc en tout cas, dans la fécondité de la pensée artificielle ou de la pensée humaine, peut-être que va se poser la question de la biomécanique de cette pensée, puisque finalement, on a une pensée organique chez l'homme, une pensée mécanique chez l'IA, mais qui va être tout en électromagnétisme, en tension, qui est partout. Et sur un autre plan, mais on n'ira peut-être pas ici, la dimension plus philosophique et religieuse, dans le sens de... le débat que David essayait d'amener peut-être en creux, c'est quelle est la distinction, si ce n'est entre une pensée organique et une pensée artificielle, entre la pensée, la conscience et l'âme. On peut penser sans conscience. Je ne vais pas reprendre la célèbre maxime de la science sans conscience, mais voilà. Écoutez, on va revenir sur ce point, notamment peut-être sur une dimension plus philosophique, mais en lien également, puisque là, vous avez évoqué, Cyril, de donner aussi des informations, donc parfois sur peut-être le profil patient, donc les notions privées. David, vous avez cité bien sûr le RGPD. Alors, Serena, je tourne vers vous. À l'heure du RGPD, on sait que voilà, on va communiquer des informations patients et notamment peut-être sur la vie privée. Donc comment vous abordez aujourd'hui, comment on avance en fait avec cette mise à disposition de beaucoup de contenu et notamment dans ce principe éthique qui a été celui de notre table ronde? Merci. Alors après, je vais rebondir justement sur l'empathie et la conscience. Alors tout d'abord, effectivement, on se trouve un peu devant un problème parce que d'une part, on veut garantir le respect des informations à caractère personnel et d'autre part, ces IA, surtout ces IA génératives dont on parle beaucoup, ont besoin de se nourrir des grandes masses de données. Du coup, on est un peu à un impasse, on doit décider comment résoudre ces problèmes. Et une solution possible qui semble très prometteuse, notamment dans le cadre des données médicales, est l'apprentissage fédéré.
Alors, l'idée de l'apprentissage fédéré est, en 2 mots, les suivants. D'une part, on garde les données chez les entrepôts de données santé, chez les hôpitaux, mais en même temps, on fait en sorte que les modèles qui sont entraînés dans chaque hôpital avec un modèle qui est partagé au début, soient partagés, c'est-à-dire les résultats, les paramètres des modèles qui ont obtenu les meilleurs résultats sont partagés entre les hôpitaux. Et après, ces hôpitaux ils vont refaire une nouvelle phase d'apprentissage en se basant sur ces modèles et ces caractéristiques qui ont été partagées sur leurs propres données. Et cela permet d'aboutir effectivement à un modèle qui est idéalement les meilleurs pour représenter ces données sans devoir forcément partager les données. Et cela nous permet d'une part effectivement de protéger les données à caractère personnel et d'autre part de fournir à ces algorithmes d'IA des grandes masses de données. Et vous vouliez donc aussi réagir par rapport à cette notion d'empathie. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui. Alors, effectivement, Cyril il parlait des consciences. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé en intelligence artificielle. Quand il y a 10 ans, on ne parlait pas encore d'IA générative, mais l'IA existait déjà. Il y a eu Watson, qui est un système de questions-réponses qui a gagné la télé, le quiz à la télé Jeopardy. Les jours d'après, le philosophe John Searle a publié un article sur le Wall Street Journal en soulignant le fait qu'effectivement Watson il avait gagné, mais il ne s'agissait pas d'un système qui était capable de, effectivement, il ne s'agissait pas d'un système intelligent, pas vraiment intelligent. Il dit, Watson, il a gagné, mais Watson, il ne sait pas d'avoir joué un jeu, il ne sait pas d'avoir bien répondu aux questions et il ne sait pas d'avoir gagné, il n'a pas conscience. Du coup, l'effet d'avoir cette absence de conscience, c'est effectivement l'un des enjeux. Pour ce qui concerne l'empathie, il y a quand même des enjeux d'éthique très importants liés à ces problèmes parce que ces IA génératives, bien sûr, elles sont très empathiques. Leur façon d'interagir avec, on peut dire, les patients, mais en général avec l'utilisateur humain, est vraiment utilise beaucoup ce qu'on appelle l'effective computing, c'est-à-dire des mots qui déclenchent des émotions dans l'utilisateur. Et ça peut amener à des problèmes genre des projections, des caractéristiques humaines envers la machine. Du coup, on peut voir effectivement que des personnes peuvent penser à un moment, peuvent croire à un moment d'interagir avec un autre être humain et ce n'est pas le cas. Et du coup, ça induit après un biais dans la communication qui est quand même important et potentiellement dangereux. Bien sûr. Et alors, je reviens vers vous par rapport à cette notion de communication, Cyril. Lorsqu'on a préparé la table ronde, vous me disiez que, et ça rebondit en fait sur les points qui ont été vus avec le professeur Magnan et avec Bernard, sur que en fait, cette IA, selon vous, en fait, va modifier aussi la formation, en fait, et non pas la formation au sens santé numérique et connaissance de l'outil, mais vraiment même sur la façon d'interagir, sur les arbres de décision qu'on peut connaître. Est-ce que vous pouvez nous développer ce point ? Alors, peut-être en plusieurs temps. Vous avez toute l'après-midi. Je vais avoir faim. Peut-être que concernant la formation, en tout cas la pédagogie, et notamment sur les campus de médecine, ce projet dont Alain Percival, psychologue et enseignant en compétences relationnelles à la faculté de médecine de Nice, qui est co-instigateur du projet, implémente cette solution d'entraînement de simulation à la communication dotée d'IA générative dans un cursus beaucoup plus large. L'IA ici, on l'a dit, redit sur ce plateau, c'est un outil qui doit aider, d'une part, la montée en compétences quand on sent qu'il y a des nécessités dans une société qui évolue, mais d'autre part, si on se place du point de vue de la pédagogie, elle nous aide aussi à prendre des décisions, pas seulement cliniques, mais pédagogiques. À quel moment et à quel niveau et dans quel cursus est-ce qu'une IA s'avère pertinente? Donc ce qu'on a appris de par l'expérience de terrain, c'est que les IA sont d'autant plus effectives sur le plan de l'enseignement
quand elles sont mises en amont, DCM, et en aval, DTD. Je m'explique. Il y a de la simulation pleine échelle où on joue des scènes de la vie réelle entre apprenants. Ensuite, on bascule ces apprenants sur des dispositifs numériques où ils s'entraînent avec des avatars et ils peuvent encore rejouer en simulation pleine échelle en tenant compte de cette alternance avec des limites et des forces différentes. Donc ça, c'est une première chose sur le plan de l'information. Sur le plan, je souhaitais rebondir sur ce que disait Serena par rapport au risque que l'IA générative donne l'illusion d'être trop humaine. Bon, déjà, en général, quand il est trop humain, Hannah Arendt n'est jamais très loin et on sait que la condition humaine a des faiblesses. Une des portes d'entrée des IA génératives telles qu'on les connaît aujourd'hui, et si elles réussissent à développer autant d'empathie aussi facilement, c'est parce que l'histoire de l'évolution de ces IA génératives est celle du chatbot de service « Je suis là pour vous aider ». Donc, il y a une histoire artificielle de l'intelligence artificielle qui est qu'on les a créés d'abord pour rendre service. Et donc, un des enjeux du prompt engineering, si on veut avoir une immersion fictionnelle réelle, mais tellement réelle, tellement humaine, qu'elle ne soit pas uniquement là pour répondre à des fantasmes de reconnaissance totale d'une singularité qui, dans le monde réel, ne serait absolument pas totalement reconnue, il y a un enjeu de prompt engineering pour recadrer le tir de cette histoire algorithmique qui a fait que le chat de service n'est pas un bon interlocuteur sur tous les sujets. Parce que, typiquement, quand on crée une simulation numérique avec un enjeu de prompting qui doit permettre à un patient de réagir en congruence sur le plan affectif et cognitif à une annonce de maladie grave, j'espère que vous n'avez pas un bot de service en face de vous. Parce que la réaction, elle est que dans 100% des cas, ça ne va pas très bien se passer. Et donc, il faut réussir à atteindre un niveau de réalisme social, donc sociologique, dans un contexte qui est éminemment important, puisque des bonnes pratiques en soi, dans des référentiels donnés, peuvent devenir d'excessivement mauvaises pratiques dans des contextes beaucoup moins donnés. Et si je prends un exemple, et puis je vais peut-être m'arrêter là, on a parlé d'écoute active au début de ce plateau. Donc c'est une approche du psychologue Carl Rogers. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Aujourd'hui, il y a pléthore de recommandations de bonnes pratiques. Le point commun entre toutes ces bonnes pratiques, c'est qu'elles sont toutes bonnes sur le papier, mais qu'elles sont toutes difficiles à appliquer. Parce que déjà, le contexte est excessivement complexe, et que si une de ces pratiques, il y a 10 pratiques, hein, l'une d'elles, c'est le silence. Faire silence. S'abstenir de trop parler. Bon, alors dans une phase d'anamnèse, dont on sait qu'il y a des études qui montrent qu'en moyenne, je vais donner une fourchette parce que j'ai plus le chiffre exact, mais un médecin, dans un entretien général, coupe la parole à son patient entre 30 secondes et 1 minute. On sait que si on s'abstient de couper la parole et qu'on laisse le patient s'exprimer, le patient s'exprime en moyenne maximum 2 minutes. En 2 minutes, en moyenne, il a exprimé la totalité de ce qu'il avait à vous dire. Vous voyez, sur 15 minutes de moyenne d'entretien, entre 30 secondes et 2 minutes, on a déjà fait un pas de géant. Bon, ceci dit, si on applique cette même technique d'abstinence, de faire silence, dans les 5 dernières minutes de l'entretien, pas dans les 5 premières minutes de l'entretien. En général, l'anamnèse a été faite, le diagnostic a été posé, les recommandations thérapeutiques ont été émises. Selon la nature de la recommandation, avec les problématiques d'observance, on sort du Covid, je pense que les médecins ont bien affronté la difficulté de la prescription et de la recommandation vaccinale. Eh bien, ne rien dire, ne rien répondre, faire silence, ça peut être aussi considéré comme du mépris. Et donc, faire silence à des moments, c'est bien. Faire silence à d'autres, c'est moins bien. Donc, toute la complexité deuxième et éthique qui rejoint la dimension équitable de l'approche docimologique, donc de l'évaluation des étudiants sur leur communication, c'est pas de savoir si l'étudiant ou l'apprenant mobilise une technique de manière mécanique, c'est de savoir s'il la mobilise dans un contexte approprié. Et ce que disait Serena, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité, avec les IA génératives, de fournir des corpus d'études fermés, en l'occurrence une diversité de scénarios de cas cliniques qui permettent de
de donner un corpus d'entraînement à la machine qui va lui faire appréhender les cas de bonnes ou de mauvaises pratiques en situation. Et c'est ce qu'on est en train de tester de manière empirique en sortie en ce moment. C'est-à-dire qu'à quel moment est-ce que l'évaluation elle est pertinente dans des situations à chaque fois différentes et à chaque fois extrêmement complexes. Merci Cyril. Alors, quand vous évoquez l'intelligence artificielle générative, de votre côté, Serena, quelle est votre vision sur son impact en médecine? Alors, l'impact est bien sûr énorme, comme en général, l'IA générative a vraiment bouleversé les domaines, même pour nous qu'on travaille dans ce domaine précis. Il y a quand on parle d'IA générative, on parle surtout dernièrement des grands modèles de langage, parce qu'on a tous en tête ChatGPT comme exemple classique d'IA générative. Bien sûr, l'IA générative peut être aussi pour les images et peut être tranquillement pour aller aussi pour des approches multimodales, c'est-à-dire images, textes, sons et vidéos. Alors, on a des modèles de langage, des LLM, techniquement pour la médecine, qui nous aident beaucoup, notamment quand on doit, par exemple, faire de l'extraction d'informations à partir du texte. Notamment les IA génératives, moi je pense qu'ils peuvent être utiles sur 3 volets en particulier. Les premiers est la transmission des connaissances médicales, d'une part. Deuxièmement, aider à la communication, c'est-à-dire ils peuvent faire facilement des traductions et des résumés qui sont effectivement très bien faits. Et troisièmement, c'est la simplification des tâches de documentation, genre passer des données textuelles non structurées à des données structurées. Néanmoins, là, je parle sous le contrôle de David aussi, vu les études qu'on a faites au sein du Comité national pilote d'éthique du numérique, il y a beaucoup d'enjeux parce que ces IA génératives ne possèdent pas la vérité. C'est-à-dire, il y a, quand on interagit avec ces IA génératives, il y a effectivement les problèmes de diffuser des fausses informations. Il y a les problèmes que Cyril a mentionnés, des hallucinations, du coup des comportements qu'on ne sait pas trop expliquer comment se produisent. Et du coup, il faut effectivement être très vigilant par rapport à la vérification des informations qui sont fournies. C'est pour ça que ChatGPT, quand vous commencez une interaction, dès qu'il y a un petit mot qui relève du domaine médical qui est balancé, il dit « je ne suis pas un médecin, je ne peux pas vous fournir un diagnostic ». Parce qu'effectivement, il y a ces enjeux des fausses informations. Et après, il y a l'enjeu dont on a déjà parlé ce matin, des biais. Ces biais, bien sûr, ce n'est pas l'IA qui les injecte, ça, je souhaite toujours les souligner, c'est nos biais à nous, c'est nos biais qui peuvent être dans la société, dans un domaine spécifique. Et du coup, l'idée est vraiment de trouver, en ce moment, c'est un peu ça l'enjeu, d'avoir de l'éthique par conception, ethics by design, pour essayer d'une part vérifier les informations, du coup avoir une sorte de transparence, explicabilité de comment les informations sont fournies, sont générées par ces IA génératives, et d'autre part pour effectivement essayer de limiter les biais, notamment en faisant un pré-traitement des données qui sont fournies à ces énormes modèles d'apprentissage, ces modèles de fondation, ils s'appellent, quand ils apprennent et après ils commencent la génération. Merci Serena. On va finir, avant de passer aux questions avec vous David, sur une thématique qui a été très importante tout au long de la matinée, c'est la formation. Donc quand on parle d'éthique, vous parlez d'une nouvelle façon d'aborder, et notamment donc, les travaux qui ont été menés. Comment on forme peut-être les pôles de santé, les patients, les éditeurs, enfin, quelle est pour vous la démarche de formation pour que cette principe d'éthique soit partagée sur l'ensemble de l'écosystème ? Serena et Cyril ont bien posé les enjeux et il faut les injecter dans les formations initiales et continues.
Il y a un effort qui a été engagé par le ministère de la Santé qui a rendu obligatoire l'injection du numérique dans les formations de santé. Il faut y incorporer des éléments de sensibilisation à l'IA. Il ne s'agit pas de faire des étudiants en médecine, des infirmiers, des algorithmiciens, mais il faut leur donner le cadre et ces principes de questionnement sur à la fois les cas d'usage qui existent, qui vont modifier leurs pratiques, mais aussi les enjeux éthiques qui se posent. Et quand je parlais d'apprentissage de cette capacité de recul, ça se gère dès ces étapes-là, avec des facultés qui sont pilotes. On a engagé dans l'écosystème ici aussi l'Université Côte d'Azur. Il y a eu des premières expériences d'injection de l'IA dès le début du cursus des études de santé, à La Réunion, à Dijon, dans toute une série de facs de médecine, des cursus plus spécialisés. Je pense à la chaire IA de Paris-Cité, des choses importantes qui se structurent à Montpellier. Mais il faut maintenant systématiser ces éléments de formation. En formation initiale, et j'insiste, en formation continue. Parce que je le vois avec mes 3 ados, en fait, il faut se sortir de la tête l'idée que le problème principal serait pour la génération à venir. Ils sont moins naïfs qu'on ne pense. Par rapport au phénomène d'hallucination que tu évoquais, Serena, et ils sont en tout cas moins naïfs que moi. Et que notre génération. Et ce qui est vrai pour cette génération et vaut aussi pour les médecins soignants qui sont en exercice et qui ont à découvrir ces outils qui viennent inonder leurs pratiques et vis-à-vis de qui il faut apprendre en temps réel, alors même qu'ils ont été pensés, formés dans un cadre initial qui n'incorporait pas l'IA, apprendre à la fois l'outil et la prise de recul. C'est l'IA une orientation prioritaire de développement professionnel continu médical depuis 2019 et c'est une bonne chose. Il faut maintenant, là aussi, peut-être systématiser des actions de reformation des médecins sur ces sujets et pas que des médecins. Parce qu'il y a un enjeu majeur pour les professions paramédicales qui vont élargir leur champ d'intervention. Exemple applicatif, au Portugal, les infirmiers libéraux ont des systèmes d'IA sur smartphone qui font une détection d'image pour repérer le risque de cancer de la peau avec la mise en corrélation avec un avis spécialisé en dermatologie. Et je pense qu'on peut trouver toute une série de cas d'usage équivalents dans le champ de la pneumologie. Mais on voit que les professions vont déplacer leurs frontières et il faut aussi apprendre ça, les bouger de périmètre entre métiers. Et avec l'AMELAB plus à l'échelle du système, la révolution de l'IA générative est majeure. En santé, aujourd'hui, elle percute d'abord en première intention les métiers des fonctions support. Le back-office, administratif, ressources humaines, les fonctions logistiques, médico-techniques. Et là, c'est moins de la formation qu'un plan majeur de gestion prévisionnelle d'emploi et de compétences pour transformer des métiers et qui peuvent être confrontés à des risques de perte de sens. Et ça, on le mesure sur le terrain, par exemple auprès des secrétaires médicales, et qui voient une partie de leur fonction s'atrophier. Donc il faut faire attention à ces phénomènes. C'est plus de l'accompagnement à la conduite du changement ici que de la formation. Oui. Alors peut-être, on va passer donc aux questions comme je l'avais dit, mais peut-être en lien à propos de ces enseignements sur les compétences également relationnelles, quel impact sur la dynamique de la relation médecin-patient à long terme et surtout sur la confiance créée? Je peux permettre un commentaire sur ça. On évoquait les parties d'empathie, les enjeux d'empathie. Vous avez toute une série de publications qui ont comparé ChatGPT versus le médecin. Et avec des études montrant que sur des échanges de messages écrits, ChatGPT était considéré comme plus empathique que les médecins. Et alors à la fois c'est intéressant, c'est amusant, on retrouve là sous le contrôle d'Elisa un peu de Serena l'effet Elisa, tu vois, c'est-à-dire l'effet de caractère un peu empathique des interactions anthropomorphes qui ont l'apparence humaine, mais il ne faut pas s'y tromper, en fait on est dans ce type d'interaction très très loin de la relation de soins. Les soignants, les médecins, et là tu le disais Cyril, sont peu dans l'échange écrit avec leurs patients et c'est très heureux. Et il y a à retrouver en fait ce qu'on pourrait appeler une forme de science du langage. Et à se dire que dans l'empathie en santé ou la vraie empathie, tu l'as dit Cyril, il y a finalement des champs lexicaux qui suivant le contexte peuvent être utilisés ou pas. Et des modes d'approche pour lesquels il faudra
systématiquement requérir de l'humain. Exemple là aussi très, très appliqué, on est en train d'accompagner le déploiement de systèmes d'IA d'interprétation des mammographies. Et il y a un enjeu majeur, et je pense que sur la question du cancer pulmonaire, on va arriver sur des sujets de ce type assez vite, où les outils peuvent être déployés dans la ruralité, dans des quartiers urbains sensibles, pas forcément en présence du spécialiste, mais sous contrôle médical. Et là, quand la détection d'un risque majeur, aussi grave qu'un risque oncologique, est mise en exergue, il faut déclencher tout de suite une interaction orale avec un spécialiste. Et c'est ce type de règles qu'il va falloir protocoliser. Vous voulez réagir aussi ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, David. C'est vrai qu'en creux, il y a deux mythes un petit peu que vous avez déconstruits. Hein. C'est le premier, c'est celui du digital native, comme quoi les nouvelles générations seraient plus habiles sur les dispositifs numériques, alors qu'en réalité, ce que les dispositifs numériques ont inculqué de manière massive à nos nouvelles générations, c'est des nouvelles habiletés sociales, parce que l'interaction a changé. Et si elle a changé, c'est la deuxième chose que ça évoque, hein, c'est qu'elle a changé dans sa forme. On est de plus en plus passé d'une oralité à une écriture, mais une écriture qui s'est transformée, un langage textuel. Et le deuxième mythe, donc, du coup, que ça tend à déconstruire, mais il est déconstruit, hein, c'est celui de dire que tout passe par le non-verbal et le paraverbal, il y a 10% sur le verbal. Non, aujourd'hui la linguistique a bien reconstruit qu'effectivement, il y a une nouvelle sémantique, une nouvelle linguistique à s'approprier. Et là, il y a une boucle extrêmement intéressante à faire avec les IA génératives, puisque si auparavant, pour coder et maîtriser des machines de calcul extrêmement puissantes, il fallait être un bon informaticien, au sens de posséder un langage technique, eh bien c'est celui aujourd'hui qui va disposer le langage humain le plus riche sémantiquement, terminologiquement, qui va être capable le plus de cadrer les usages de l'IA. Donc, j'en profite également pour dire que ce projet, parce que j'ai évoqué ne se fait pas tout seul, hein, et cette course-là, aujourd'hui, elle a été rendue possible notamment par l'aide à l'émergence du centre en réalité augmentée de l'Université Côte d'Azur, et très récemment d'une subvention extrêmement conséquente pour nous aider justement du conseil départemental 06 dans le cadre de l'AAP Smart Deal, pour lequel IA4CA a été lauréat, puisque cette subvention va justement permettre de faire une expérimentation qui va nous... Là, on est en train de tester le texte-to-texte, ce que vous dites. Alors, je me permets de compléter votre comment, c'est qu'il y a une question disant, est-ce que Cyril Leroux peut-il revenir sur le côté pratique de la solution évoquée? Est-elle déjà utilisable et sinon dans quel délai? Donc voilà, ça me permet de compléter. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, elle est déjà utilisable. Elle est aujourd'hui en phase expérimentale en texte-to-texte. Le côté pratique, c'est que, là, aujourd'hui, ce sont les étudiants en médecine qui s'entraînent avec un patient numérique à un entretien motivationnel un entretien d'annonce de maladie grave, c'est un peu différent. À la fin, ils ont un score. Ils ont un score sur 6. Le CCS, c'est un score sur 6. Et ils ont une caractérisation de pourquoi est-ce qu'ils ont ce score, avec des pistes d'amélioration à partir du verbatim écrit de ce qui s'est passé. Il y a deux biais à cette expérimentation, et c'est là qu'on va le comparer à l'autre expérimentation dont je vais revenir juste après. Ce sera une étude diachronique de deux résultats. Le texte transforme la pensée, et donc la pensée de l'instantanéité par l'oral n'est absolument pas la même que la pensée posée par écrit. Donc quand on s'entraîne à l'écrit, il y a une distorsion avec celle de l'entraînement en live avec un avatar avec lequel on va interagir de manière orale, et donc en impliquant les dimensions paraverbales et non verbales à la dimension verbale. Ce qui est très intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est que l'écrit donne le temps de la réflexion, le temps de la réflexion donne le temps de la conscientisation, le temps de la conscientisation donne le temps de la progression. Donc sur un plan pédagogique, c'est extrêmement utile. Du coup, ça se conjugue bien avec la phase 2 dans un dispositif plus long, de passer, après le text-to-text, du speech-to-speech. Et donc, quand on aura un avatar fonctionnel, congruent, en deepfake, capable d'être à chaque fois en réaction cognitive et affective avec l'apprenant sur les 3 dimensions évoquées, et avec le feedback et l'évaluation, en demandant aux étudiants, on a un panel d'étudiants à qui on est en train de faire mesurer le réalisme clinique et l'évaluation en texte-to-texte, et on va le faire en speech-to-speech, on va pouvoir mesurer, à partir du corpus de données produit par l'IA et des échelles standardisées de la communication, du réalisme et des échelles de satisfaction,
quels sont les écarts sur le plan docimologique, sur le plan communicationnel, sur le plan sociologique et sur le plan médical. Cyril, on va être obligé de terminer cette table ronde, mais est-ce que vous nous faites la promesse, peut-être l'année prochaine, de venir nous présenter la démo? En fait, en somme, j'avais déjà la démo dans mon smartphone en text-to-text, mais ça, je vous le ferai juste après. Et l'année prochaine, avec grand plaisir pour venir avec la démo totale. Eh bien, écoutez, je vous propose d'en parler avec Isabelle et Bernard pour la conclusion dans quelques secondes. Merci à tous les trois, c'était passionnant. Et donc, à tout de suite pour la conclusion de ce Parlons IA 2e édition. À tout de suite.